de marché. Donc d'abord, j'aimerais vous demander de fermer tout appareil qui pourrait mettre un bruit qui peut distraire les cours de présentation. Au niveau des instructions, je l'adresse à l'équipe, est-ce que vous aimeriez les avoir en français ou en anglais? En français. Bienvenue à l'Omnium financier 2016. Avant de débuter, pourriez-vous, équipe, encore une fois, me confirmer que vous êtes l'équipe C? Oui, affirmatif. Je vous rappelle que vous avez un maximum de 20 minutes pour présenter, suivi d'une période de questions de 5 minutes. J'afficherai le temps restant à l'aide des cartes d'indicateurs à la 10e minute, 5e, 2e et 30 secondes restantes. Les 10 dernières secondes seront sur mes doigts. Je vais partir le chronomètre lorsque vous commencerez à parler. Vous pouvez débuter quand vous êtes prêt. Est-ce qu'on peut vous faire une demande spéciale? Oui. Les cartons pour indiquer le texte, que vous pouvez vous assurer que chaque membre de l'équipe les a bien vus avant de les retirer. Parfait, merci. Est-ce qu'on est supposé avoir un cliqueur? Seulement la souris que nous avons. Seulement la souris? Souris et clavier. Parfait. Est-ce qu'on fonctionne avec le clavier ou le clavier, on va s'en descendre? Parfait. En finance, chaque situation est unique. Il y a donc autant de solutions uniques et optimales pour chacune de ces situations. Et mon équipe et moi, Pierre-Luc Coulombe, Olivier Gina et moi-même, Ariane Richard, sommes ici aujourd'hui pour vous présenter les solutions optimales et uniques au mandat que vous nous avez présenté. Les mandats qui sont les suivants. À commencer par créer des politiques d'investissement pour M. Normando et Mme Lévesque. Poursuivi par analyser le portefeuille actuel de M. Normando, puis ensuite conseiller des modifications à apporter à ce dernier, pour terminer par proposer des solutions pour gérer le risque de l'entreprise de M. Normando. On commence alors avec les politiques de placement de M. Normando et de Mme Lévesque. D'abord, nous allons décrire les objectifs de placement pour chacun des individus. Ensuite, la tolérance au risque de chacun aussi, les contraintes d'investissement, puis finalement, quelques considérations particulières qu'il faut tenir compte pour M. Normando et Mme Lévesque. Alors d'abord, M. Normando, il y a vraiment quelques informations pertinentes à retenir avant de commencer à développer la politique de placement. Commencer par le fait qu'il est âgé de 60 ans, qu'il prend sa retraite dans 5 ans. Son mode de vie est très simple, malgré le fait qu'il est multimillionnaire. Puis qu'il y aura une transition progressive de départ de la compagnie de lui-même à son fils, étendue sur les 10 prochaines années. Alors, les objectifs principaux de rendement pour la politique de placement de M. Normando sont plus particulièrement axés sur la protection du capital pour assurer l'avenir de sa famille et, en contrepartie, aussi, il faudra s'assurer de générer des revenus suffisants pour couvrir ses besoins courants ainsi que ceux de sa femme pendant la retraite. Les déterminants justement de la tolérance au risque d'un investisseur individuel sont d'abord les phases, dépendamment de la phase du cycle de vie de l'individu et ensuite de son profil, qui sera abordé à la prochaine diapositive. Il semble voir que M. Normando se situe plutôt à la phase de transfert, où ce que ses actifs dépensent largement ses besoins et éventuellement le transfert justement se fera en totalité à ses enfants. Puis ensuite, voilà le profil d'investisseur de M. Normando. Il manque un peu de connaissances en placement. Il est intéressé à apprendre, par contre, à propos de ceci. Puis, finalement, il ne souhaite pas prendre de risques énormes, il est plus intéressé à des titres sécuritaires et stables, ce qui fait de M. Normando un individu qui a une tolérance au risque plutôt faible, en termes de capacité et de vouloir. Alors, par la suite, si on tient compte des contraintes aussi qui nous aident à déterminer la politique de placement, commencer par l'horizon de placement de M. Normando. Les horizons de placement, il faut toujours séparer entre les événements particuliers au niveau financier de l'individu. Donc, pour sa part, ça va être de maintenant jusqu'à la retraite et ensuite pour la retraite au complet. Les objectifs seront différents. Les besoins de liquidité, un peu comme on a mentionné plus tôt, ça va être pour couvrir ses besoins courants et ceux de sa femme. Loi et règlement, il n'y en a pas particulièrement, ça va plutôt dépendre du type d'investissement qu'il va choisir. Puis, côté fiscal, ça va surtout être de considérer son taux d'imposition marginal, surtout pour les 5 prochaines années, étant donné qu'il va continuer d'avoir un revenu venant de la compagnie. Et finalement,
justement, un des points qui représente encore le fait qu'il est plutôt averse au risque. Il désire seulement investir dans des titres considérant des marchés développés, des pays développés, où les titres sont sécuritaires et stables. Pour continuer avec la politique de placement de Mme Lévesque, qui est sa femme, ce qui est particulier pour sa politique de placement, c'est que le placement va plutôt servir à la création d'un organisme d'ici 1 an et demi, étant donné qu'elle, ses besoins vont être comblés par le placement de son mari. Donc, les objectifs principaux seront surtout une recherche d'équilibre entre les besoins de revenus stables pour justement financer les activités de l'organisme, puis préserver à long terme le capital de celui-ci d'organisme. Par exemple, pour elle, la façon de gérer le fonds, ça sera différent de M. Normando, étant donné qu'elle a de meilleures connaissances du marché. Donc, plutôt, elle est plus tolérante au risque et ça va dépendre justement du budget qu'elle va avoir par rapport à l'organisme. Si le fonds représente seulement une petite partie du budget nécessaire pour maintenir les activités de l'organisme, elle pourra prendre plus de risques. Donc, ici, une tolérance au risque plutôt moyenne. L'horizon de placement est pratiquement infini, étant donné que l'organisme n'est pas pour fermer. Le besoin de liquidité va être de 150 000 par année, et ça va croître avec l'inflation. Les règlements, ils sont surtout considérant les investissements qui doivent être prudents. Puis la considération fiscale est entre autres que les gains faits à l'intérieur de l'organisme sont exempts d'impôts. Puis pour sa part, elle se demandait les moyens de financement possibles pour justement pour créer l'organisme. Et entre autres, on a fait ressortir qu'elle peut simplement se financer par coupons et dividendes des titres qu'elle aura dans son fonds. Sinon, elle peut simplement dépenser davantage de revenus de placement en liquidant une partie des gains en capital. Ce qui nous amène au deuxième mandat. Je vais donc laisser la parole à mon collègue Carrick. Merci Ariane pour la politique de placement. Pour l'analyse du portefeuille actuel de M. Normando, puis ça va être important de aussi conseiller des modifications à apporter en lien avec les contraintes mentionnées précédemment. Comme je l'ai mentionné, la modification du portefeuille au niveau des actifs, il va avoir le choix du gestionnaire des actions américaines qui est vraiment important, puis le fait de couvrir ou non le risque de change en lien avec les actions américaines déjà prises. Très important, portefeuille actuel, il y a des commentaires et des critiques à faire ici. Les critiques versus les estimations économiques futures et la politique de placement de M. Normando. Ici, il s'agit de contraintes, c'est important d'en prendre en considération. On peut analyser qu'il y a une surpondération des espèces et des titres liquides en lien avec ses besoins à court terme de liquidité. Le taux de rendement aussi est quand même assez faible, donc on peut mentionner qu'il y a peu de potentiel de rendement. La surpondération des obligations corporatives versus la surpondération des obligations gouvernementales. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a mentionné que le spread entre les obligations a diminué. Donc, étant donné que le spread diminue, on peut voir que les obligations corporatives, le rendement va diminuer, les prix vont augmenter, il y a une possibilité d'avoir un plus gros gain au niveau des obligations corporatives que des obligations gouvernementales. Pour la surpondération des actions américaines, ça aussi, dans le fond, on a vu le rendement espéré était de 5 %. De plus, il y avait une dévaluation du dollar américain. Ça fait un double rendement négatif parce qu'on peut voir que les actions au niveau du Canada puis en Europe, c'est de 7 %. Donc, c'est 5 % moins 0,95 fois 0,95, donc un rendement quand même assez en dessous. Au niveau, justement, surpondération des actions canadiennes et européennes, j'ai juste mentionné de l'écrire ici, rendement espéré est positif versus les américaines. Donc, pour la nouvelle allocation d'actifs du portefeuille, c'est important de prendre en considération le risque, c'est une contrainte extrêmement importante de M. Normando. Donc, on va tout de même diminuer les cash parce que c'est pas nécessaire. Puis, la conjoncture économique est présentement bonne, c'est mentionné dans chez les prévisions financières. On va aussi diminuer les obligations gouvernementales de 3 %. On va augmenter la pondération des corporate bonds, justement, parce que les prix vont augmenter plus que ceux des obligations gouvernementales. On va réussir à aller chercher un gain en capital assez intéressant. On va augmenter les Canadian Equity. C'est bien parce que présentement, on peut profiter, il n'y a pas de risque de taux de change. Le American Equity, les actions américaines, il faut les diminuer, comme on vous a mentionné précédemment, 5 % moins de dévaluation du dollar américain versus le canadien. Donc, on prend un peu moins de position là-dedans, mais on en garde parce que c'est tout de même bien de se diversifier et de diminuer le risque.
On va augmenter un peu les actions internationales. Vous pouvez vous dire, pourtant, on parle beaucoup de volatilité au niveau du dollar, de l'euro. Néanmoins, la position ici est déjà couverte pour le risque de taux de change. Donc, c'est une position que le risque de taux de change est justement nul. Pour les investissements alternatifs, on considère, nous, que c'est, dans le fond, votre compagnie. Donc, elle va diminuer au fur et à mesure dans le temps, mais présent à court terme, on la reste comme ça. Donc, c'est consistant avec les prévisions économiques qu'on a reçues, puis la politique de placement de M. Normando. Juste rapidement, le Sharpe Ratio, c'est tout de même important de le mentionner, c'est une mesure de risque. Ça, c'est plus en lien avec le gestionnaire 1, 2, 3 et 4 pour le choix qu'on a à faire. C'est le rendement du gestionnaire espéré moins le rendement sans risque divisé par les corps types. Point positif, c'est intuitif, c'est reconnu dans le monde financier. Négatif, ça ne prend pas compte seulement du downside risk, on parle aussi de la possibilité de hausse. Donc, c'est un peu biaisé. Parfait. On a ici fait le Sharpe Ratio pour tous les gestionnaires de portefeuille comme assez important, puisqu'on est capable d'en éliminer assez rapidement à première vue. Là. On peut voir le Sharpe Ratio du portefeuille du gestionnaire numéro 2 et du numéro 4 est quand même assez élevé. C'est consistant avec la volatilité qui est beaucoup plus faible dans ces deux gestionnaires que dans les gestionnaires 1 et 3 ici. Là. On peut voir 35% de volatilité et 25%, c'est quand même assez énorme versus la capacité de prendre du risque et la volonté de prendre du risque de M. Normando. Donc, les gestionnaires 2 et 4 ici, ils ont quand même un avantage versus la 1 et le 3. Pour le ratio trainer, ici on va parler du risque systématique. C'est dans le fond, encore ici, l'espérance de rendement du gestionnaire de portefeuille moins le taux sans risque divisé par le bêta du gestionnaire. Ça, comme je vous dis, on parle du risque systématique seulement. Ça peut être tout de même biaisé parce que le bêta, on ne sait pas, il est calculé versus quel benchmark, tout ça, puis ça change de benchmark en benchmark. C'est tout de même important d'en prendre compte. Aussi, ce qui est quand même bien, c'est que l'effet de diversification de l'actif du portefeuille peut être déduit. Suite à ça, on peut voir les comparatifs versus les ratio trainers, c'est quand même tout de même important pour le risque. On peut voir, contrairement à tantôt, le trainer 1 et 3 est sensiblement meilleur que le 2 et 4. Néanmoins, on prend en considération que le bêta du marché, qui est un peu sous-entendu du CAPM, c'est tout de même pas une donnée vraiment, pas importante, mais une donnée qui est sensiblement représentative du marché. Donc, on aime autant mieux prendre en considération le ratio de Sharpe que le ratio de trainer ici. Pour il y a aussi quelque chose de vraiment important, le ratio de capture de la porte de base. Ici, comme on a pu le comprendre, le ratio de capture de la base, c'est doit être le plus petit possible pour minimiser, dans le fond, le risque des pertes. Ça, c'est vraiment important parce qu'ici, on parle de risque, on ne veut pas avoir de diminution. L'horizon placenaire est une horizon court et moyen terme de 5-10 ans, plus la retraite. Le monsieur est averse. Donc, il faut avoir le plus petit ratio de baisse possible, puis on peut voir que c'est sensiblement le gestionnaire numéro 2, là, qui est avec 50,54, qui fait qu'on a le moins de downside risk un peu. Là. Pour faire une petite comparaison, le ratio de capture de baisse, ça peut être un peu comme un ratio de Sortino. Là. Donc, les points plus faibles du Sharpe Ratio, ils sont ici représentés. On voit encore, c'est constant, le gestionnaire numéro 2 est bien indiqué, puis on peut voir le choix qu'on a à faire ici. On a fait l'analyse en lien avec le rendement excédentaire de l'allocation d'actifs et le rendement excédentaire des restrictions des titres du portefeuille 1, 2, 3 et 4. Néanmoins, juste avec la mesure de risque qui est la contrainte de placement la plus importante, on a tout de même éliminé tout de suite les trois autres. Si vous voulez, on les a en annexe. Fait que si vous voulez les consulter, simplement en annexe, on les a toutes faites. On peut voir ici, rendement excédentaire attribué à l'allocation tactique. Il y a une bonne gestion au niveau des secteurs, c'est quand même assez bien. C'est 1% en haut du benchmark présentement utilisé. Puis, rendement excédentaire attribué à la sélection des titres, moins de 0,13%. C'est quand même dommage, néanmoins, c'est vraiment réparti sur 2 points. Consommation de base qui est de moins 0,19, puis les services publics qui est de moins 0,08. Ça, il y a une façon qu'on peut compenser si on a accès à une discussion avec le gestionnaire de portefeuille. Comme on vous mentionnez ici, bonne allocation tactique. Tactique, ça c'est bien les secteurs, néanmoins, faible sélection d'éthique discrétionnaire dans les services publics. Comme notre choix, je pense que vous l'avez pu le constater, ici on va choisir le gestionnaire de portefeuille numéro 2. Faible volatilité totale, on a un faible downside risk qui est estimé avec le ratio de capture baissière.
On va avoir un bêta plus faible que le marché, quand même une autre mesure de risque qui est importante à prendre en compte. On a une bonne allocation tactique, meilleur ratio de Sharpe, puis on a un alpha Jensen positif. Rapidement parlant, l'alpha Jensen, c'est le rendement excédentaire qui est non prévu avec un modèle théorique qui ici, probablement, on ne le sait pas, mais on estime que c'est le cas. Donc, on a tout de même une demande à faire aux gestionnaires. On aimerait ça peut-être avoir une gestion au niveau passif du secteur de consommation de base puis des services publics. On voit que c'est ces choix de titres quand même assez faibles. Si nous, on a accès à avoir une discussion avec, on aimerait ça qu'il peut aller chercher peut-être une sélection proche des benchmarks versus ces secteurs-là. Puis aussi, dans le mandat, on nous a parlé de la couverture des taux de change US. On peut voir que c'est 0,5% de dévaluation. Ça élimine totalement une option. Les options, on ne doit pas prendre ça et prendre une position des options parce qu'il faut, pour qu'une option soit valable, il faut qu'il y ait une énorme volatilité. Donc ici, 0,5%, on ne peut pas dire que c'est énorme, c'est vraiment minime. Donc, on peut prendre le future pour se hedger versus le risque de taux de change. Néanmoins, on va dépendre, on ferait vérifier simplement, en lien avec le temps futur, l'horizon de placement, si le futur à prendre minimise la dévaluation versus le 0,5. Donc, s'il y a une appréciation au niveau du futur versus nos prévisions, si oui, on conseille de prendre le futur, sinon on garde avec le taux spot nos prévisions financières qu'on croit solides. Oups, désolé. Donc, un petit récapitulatif assez rapide. On a vu ici l'analyse du portefeuille actuel et ses faiblesses qu'on vous a mentionnées. La modification du portefeuille d'actifs qui est quand même moyenne, mais qui quand même minimise le risque. On aime bien ça. Le choix du gestionnaire ici, encore une fois, question de minimisation du risque, c'est super important. Couverture ou non du risque de change, ça, comme on vous a mentionné, ça va vraiment dépendre du prix future versus le prix spot anticipé. Je passe la parole à mon collègue Olivier. Merci Pierre-Luc. Donc, je vais maintenant continuer avec la gestion donc, du risque de l'entreprise pour M. Normando. Donc, principalement, définir le besoin en gestion de risque. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour se couvrir? C'est quoi notre exposition au risque? Et évidemment, donc, les solutions qu'on est arrivé pour se protéger de ce risque-là. On va également mettre un prix sur ces solutions-là pour qu'on puisse savoir un peu plus en termes de chiffres, qu'est-ce que ça donne. Et évidemment, donc, vous recommandez la meilleure d'entre elles, donc la solution optimale. Rapidement, donc, le besoin en gestion de risque. On veut se protéger d'une hausse du prix de l'acier inoxydable. Présentement, on sait qu'on va avoir besoin d'environ 10 000 tonnes d'acier inoxydable dans 7 mois. Sauf que là, présentement, la contrainte principale, c'est qu'on veut avoir un faible prix pour la couverture. Donc, c'est une assurance finalement qu'on veut avoir pour se protéger contre cette hausse-là. Donc, tout en conservant évidemment les opportunités. Donc, on sait que les marchés, les analystes nous disent que le prix va avoir une tendance à la hausse. Mais si jamais les analystes se trompent et qu'il y a une baisse, on veut quand même pouvoir profiter de cette baisse-là malgré tout. On va principalement parler ici de contrats forward, de contrats future, ainsi que des options call. Donc, rapidement, la position initiale qu'on a, quand le prix de l'acier inoxydable augmente, nos profits diminuent relativement facile. Donc, la position à aller chercher pour se couvrir, ça va être une position longue. Donc, on va aller contrebalancer ce risque-là pour avoir une exposition au risque beaucoup moins grande. Donc, rapidement, contrat forward, c'est un contrat entre deux parties qui, en fait, fixe le prix d'un actif donc à la fin d'une période donnée. Le risque de contrepartie, c'est principalement un des risques qui nous fait principalement peur. Donc, on ne veut pas aller chercher nécessairement plus de risques. Nous, au contraire, on veut aller diminuer notre risque sur le prix. Donc, je ne passerai pas beaucoup de temps sur le contrat forward. C'est notamment difficile de sortir. Un des avantages, par contre, c'est que ça ne nécessite aucun déboursement à l'entrée. Donc, c'est un contrat qui ne coûte rien à l'entrée. Le contrat future, quant à lui, c'est deux parties qui s'entendent pour donc, acheter ou vendre un actif. C'est standardisé, donc principalement, ce qu'on a comme besoin, c'est 10 000 tonnes d'acier inoxydable. Ça peut être fait via un contrat future, donc c'est standardisé. On est capable de transiger en bourse, ça se transige facilement. Il y a plusieurs personnes, donc il y a beaucoup de besoins dans cette matière-là, ce qui en fait facile de s'en procurer. Ça ne nécessite aucun dépôt initial, donc il n'y a aucun frais
initialement. C'est ceux qui font toujours considérer par contre la marge à déposer dans ce genre de contrat-là qui va aller donc contrebalancer les pertes ou les gains à différents jours ou semaines, dépendamment de la fréquence où on rebalance. Le contrat future, donc, qui nous était à 60 $ le contrat, 10 000 tonnes, donc sachant qu'un contrat c'est 100 tonnes, on va avoir besoin de 100 contrats. On a fait l'hypothèse que ça nous prenait c'est 20 donc, pardon de la petite coquille, c'est 20 de marge initiale sur la totalité de la valeur du contrat, donc 1200 $. Est-ce que ça nous couvre contre le risque de fluctuation? Oui. Est-ce que c'est à faible prix? Pas nécessairement. Donc, je vais revenir plus tard. Donc, il va y avoir une solution optimale. Et évidemment, ça empêche de profiter d'une baisse éventuelle du prix, donc de l'autre côté. Et l'option, donc, c'est encore un contrat qui lie deux parties, qui nous donne en fait le droit, mais non l'obligation d'acheter ou de vendre un actif. Donc, dans ce cas-ci, ce serait l'acier inoxydable. Les caractéristiques, donc, je vais passer assez rapidement. La position ici qu'on va prendre, ça va être un long call pour aller se protéger d'une hausse, ce qui nous donnerait en fait la situation à votre droite. Et donc, en fait, on a ici le pricing qui va nous donner le profit ou la perte, dépendamment du prix du sous-jacent. Donc, je vais vous laisser le soin de regarder ça. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en parler. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour vous aujourd'hui. Ça va nous faire plaisir de répondre maintenant à vos questions. Merci Olivier, Ariane et Pierre-Luc. Je vais laisser mes collègues. Ouais. Considérant que le plus gros actif du client, c'est une entreprise privée dans le secteur industriel canadien, pourquoi vous augmentez le pourcentage d'actions canadiennes et que vous ne réduisez pas l'exposition au secteur industriel de l'indice? Au niveau de l'indice canadien, il y a 45%. Au niveau des services financiers, on peut croire que la corrélation en lien avec une entreprise de déneigement est assez faible. Aussi, le monsieur a des expositions en Russie, aux États-Unis. Donc, l'entreprise est canadienne, mais il y a quand même des parties ailleurs dans le monde qui fait que la corrélation entre les actions canadiennes publiques et sa compagnie privée doit être assez faible. J'ai une sous-question de ça. C'est comment avez-vous utilisé le patrimoine du client, incluant le fait qu'il y a un dividende et qu'il y a une grosse entreprise privée à côté, dans votre allocation d'actifs, dans le choix du gestionnaire? Comment un s'imbrique dans l'autre? Moi répondre à ça, si je peux bien comprendre la question. Dans le fond, on a enlevé les actifs court terme parce qu'il n'y a pas nécessairement besoin de liquidité court terme. Néanmoins, il y a tout le temps des dividendes liés avec des actions, aussi des actions privilégiées qui sont assez intéressantes. Au niveau de l'indice, ça va être 4-5%. On ne peut pas estimer le patrimoine du monsieur, mais on peut croire que c'est environ quelques millions de dollars. Donc, on peut, je ne sais pas si ça répond à la question, c'est moi, c'est même que j'ai interprété, mais on peut croire que les cash flows qui vont être en lien avec la allocation d'actifs, les cash flows au niveau des dividendes, au niveau des actions privilégiées, des coupons, vont faire une affaire pour la gestion future du patrimoine. Bien, je dois faire suite à ça. M. Normando, il y a une entreprise qui prend l'expansion en Russie. Puis que ça va être le fisc qui va s'en occuper. Donc là, après ça, quand on pense à tous les risques que ça peut comporter, avez-vous quelque chose à dire là-dessus, comme point de vue fonds de pension, fonds de retraite, revenus de retraite et autres? Comprenez-vous ma question? On dit que le monsieur va vivre de son dividende de la compagnie. Sauf que là, oui, ça se peut. Effectivement, il va vivre de son dividende, mais c'est parce que jusqu'à son décès, il va quand même avoir 40% des parts de la compagnie pour lui. Et c'est à son décès seulement que ce 40% de parts-là va être remis à ses enfants. Fait qu'il va quand même avoir des dividendes sur 40% des parts, qui semble être une entreprise qui va justement bien. Je pense que ça mentionnait que le secteur allait quand même continuer de croître, même si c'est une entreprise, ça fait longtemps qu'elle est établie. Alors, ces dividendes-là devraient être assez pour maintenir son rythme de vie. Et en plus, il mentionnait que son rythme de vie est très, très simple. Il a toujours été question d'économie. Bref. Pas très luxueux, alors qu'il y ait des activités en Russie ou pas, en fonction de son fonds de pension et du fait qu'il va encore avoir des dividendes, il devrait être confortable. C'est une bonne réponse, mais le point de vue du risque? Au niveau du risque, on peut croire qu'une expansion en Russie, dans l'entreprise de déneigement qui n'a pas nécessairement énormément d'actifs, on va aller chercher des camions de ça,
le risque d'une expansion ne doit pas être si énorme que ça. Parce que les actifs ne sont pas là, puis c'est au niveau des contrats, le déneigement, quelques actifs, c'est quand même un service qu'on offre. Donc, on peut croire que l'investissement initial ne devait pas être extrêmement prononcé. Oui, vous avez dit qu'il y avait une faible tolérance au risque, pourtant il y a un gros capital, il y a une longue horizon de placement. Est-ce que vous pouvez justifier sa faible tolérance au risque? Ça semble simplement être de lui-même. Il a vécu comme ça depuis toujours et c'est pour être absolument certain de ne pas compromettre l'avenir de sa famille. Il semblait le mentionner de cette façon-là. C'est certain qu'on peut lui montrer, lui faire voir, disons, qu'il a une bonne capacité à prendre du risque, du moins encore. Mais selon les désirs particuliers de l'individu, c'est ce qu'on doit respecter à la base. Vous avez dit que vous vouliez rajouter des contraintes supplémentaires à un des gestionnaires. Est-ce que vous pensez que ça peut changer son style? Est-ce que vous pensez que ça sert encore quelque chose de payer des honoraires de gestion d'actifs pour un gestionnaire actif quand on lui donne des contraintes supplémentaires? On peut payer, si on paye le gestionnaire, les allocations d'actifs dans les deux secteurs qu'on a donnés, c'était vraiment faible. Donc, peut-être que le gestionnaire va être un peu surpris de notre demande. Néanmoins, c'est tellement un actif total versus les actions américaines petits qu'on ne croit pas nécessairement que ça peut influencer. Bon, une autre question. Vous avez couvert 10 000 tonnes d'acier avec 100 contrats sur le fer. Pourquoi un hedging imparfait? En fait, ce hedging-là, c'est principalement pour aller chercher la possibilité. Donc, si jamais le prix de l'acier, quant à lui, il ne suivait pas en fait les tendances des analystes, qui allaient plutôt à la baisse, malgré la prime payée pour ce hedging-là, on réussit quand même à avoir un certain rendement excédentaire. Tandis que de l'autre côté, si jamais le prix augmentait, on allait être protégé, donc on n'allait pas nécessairement aller toucher directement les profits qu'on souhaitait en fait principalement aller protéger ici. La période